Quelques heures après les commentaires scandaleux de Mahmoud Abbas à Berlin assimilant la souffrance palestinienne à 50 holocaustes, le mouvement de lutte contre l'antisémitisme, CAM, a publié un rapport détaillant plus de 200 manifestations publiques de banalisation de l'Holocauste au cours de l'année dernière dans le monde entier. Et on est en ligne avec son directeur stratégique et des affaires internationales, Arthur. Bonjour. Bonjour, lovely to Arthur be. Maserjian, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. So the report is spanning 29 countries and six ideological motivations that include the Israel-Palestinian conflict and the COVID-29. Can you please explain what you find in that report? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez trouvé dans ce rapport et les motivations idéologiques que vous avez identifiées? Sure, absolutely. So we've been tracking this data that was included in the report for about a year now, and we've seen around the world the rise in this trend called Holocaust trivialization, which, according to the International Holocaust Remembrance Alliance, is an emerging form of anti-Semitism. And we've seen it, like other forms of anti-Semitism, take place across the ideological spectrum. So principally in the Western world, we've seen the largest number of incidents, public manifestations of this trivialization take place in the United States. Just one second. So, ça fait depuis un an que nous sommes en train de regarder ce phénomène de banalisation de l'Holocauste qui est perçu par la plupart des associations qui s'occupent de la mémoire de la Shoah comme une nouvelle forme d'antisémitisme. Et ces incidents de banalisation de l'Holocauste se sont produits fréquemment et dans le monde entier, notamment en Occident. Et le plus grand nombre d'incidents au cours de l'année passée, il y en a 80, a eu lieu aux États-Unis. You can continue on the United States. Sure. And like other forms of anti-Semitism, it manifests differently depending on where in the world it's taking place. So in the United States, the largest category of incidents dealing with Holocaust trivialization emanated from a political perspective that was critical of government regulations for against the pandemic for COVID-19 and then for vaccine regulations that followed on. But if we look over to Europe and the United Kingdom, the largest single category of Holocaust trivialization had to do with the Israeli-Palestinian conflict. So activists or political leaders comparing the actions of Israel or Israelis to Nazis or accusing Israel of carrying out a Holocaust in similar scale and scope to Nazi Germany. OK. Alors, les incidents de banalisation se sont produits très fréquemment quand il y avait les restrictions du Covid-19 et les réglementations sur les vaccins. Il y a plus de 100 incidents qui ont été classés comme tels par les gouvernements du monde entier et un certain nombre d'autres étaient évidemment liés au conflit israélo-palestinien. Alors donc aux États-Unis, c'était plutôt des incidents en relation avec les règlements et les politiques du Covid-19 et au Royaume-Uni, 24 incidents et la plupart par contre donc en Europe et au Royaume-Uni étaient liés au conflit israélo-palestinien et c'est donc à l'assimilation de l'Holocauste dans ce conflit israélo-palestinien. And I heard also Germany was the third biggest incident country for that. L'Allemagne a enregistré le troisième plus grand nombre d'incidents. Can you talk a little about that, Arthur? Absolutely. So we've seen these incidents take place in Germany as well, many times in the form of vandalism or in political speech and in protests against the government of Germany's coronavirus restrictions and vaccine mandates. One of the things that was most interesting about what we witnessed in Germany in the last year is we would see incidents where there were street protests against pandemic related health measures, and you'd see regular everyday folks, what we'd call in the United States soccer moms and regular people marching alongside neo-Nazis, extremists who would come out to these protests and try to recruit. And we've seen in history, other tragic examples of regular folks being influenced by extremist propaganda
And this is, creating safe spaces for more extreme ideologies, other forms of anti-Semitism, outright. Just one second, I'm translating after. Donc, en Allemagne, ce qu'on a vu, c'est du vandalisme, c'est des incidents dans les discours politiques, mais surtout, c'est ce qui concerne les manifestations dans la rue contre le gouvernement, notamment sur les restrictions dues au Covid-19. Et ce qui nous a beaucoup choqué, en fait, c'est que ce sont des gens normaux, comme on dit aux États-Unis, des mères de famille qui se promènent dans la rue à côté de véritables néo-nazis qui en profitent pour essayer de les recruter. Et donc, cela laisse une énorme place, en fait, à la légitimation de leur discours et à la possibilité que ce discours atteigne des gens que normalement, ils n'atteignent pas. You can continue, Arthur. Sure. This creates a safe space for outright Holocaust denial and for other extreme forms of anti-Semitism, which is why it's so concerning. And the reason we started to monitor this trend is we saw it on the fringes in the early days of the pandemic and during last year's conflict between Israel and Gaza in May. But what we're seeing now is that increasingly moving into mainstream political rhetoric. Here in the United States, ahead of the midterm elections, we've seen it. We're seeing it by leaders and politicians in Europe on both sides of the spectrum. So sometimes it's not just dealing with the coronavirus or with the Israel-Palestinian conflict. It's any general political opposition you have. You see political leaders comparing their opponents to Nazis or to the Gestapo, or comparing the situation of their municipality to a concentration camp. And this sort of... Just one second. Alors, donc, ce qui nous inquiète, c'est que ça permet de donner un espace à l'antisémitisme et à la négation, en fait, de la Shoah. Et au début, c'est un phénomène qu'on voyait seulement à la marge, et ça intervient de plus en plus, notamment en politique. On a vu ça en Europe et on a peur de voir ça. On est presque sûr qu'on va le voir dans les élections américaine de midterm cet automne. Et il y a une tendance comme ça de voir ça dans tous les conflits politiques, que les gens désormais appellent leurs opposants nazis. Ça banalise le phénomène et c'est valable dans toute l'Europe comme dans tous les discours politiques, et c'est ça qui nous inquiète. Talking about that, Arthur, there were a lot of incidents reported from Russia. And we know that between Russia and Ukraine conflict, they were talking to each other like the one in front of them was the Nazi. So you have also constated all that on the Holocaust. Il y a beaucoup d'incidents qui ont été également rapportés en provenance de Russie et qui sont justement à propos du conflit russo-ukrainien. Et on sait que dans cette guerre en Ukraine, aussi bien l'Ukraine que la Russie appelle l'autre partie nazie. Absolutely. So we saw this trend emerge as a new form of Holocaust trivialization earlier this year. So it wasn't, it didn't even exist when we first began tracking the data, but like anti-Semitism throughout history, it morphs and takes new form depending on the current political stressors or cultural stressors in society or current events. So the incidents of trivialization coming out of Russia were almost exclusively surrounding the conflict with Ukraine, which began with this denazification rhetoric and has kind of snowballed from there, where the foreign minister referred to Hitler as having Jewish blood and began engaging in outright anti-Semitic rhetoric. And we're seeing this trend continue in relation to the Russia-Ukraine conflict. And on the other side, what I would say is that we have to speak about these issues with the nuance that it deserves. So the Holocaust for Europe can and should be a warning for to help prevent future atrocities to take place, but at the same time, to directly compare some of the things that we're seeing take place in that conflict, to compare them directly to the Holocaust is still problematic, I think. Alors, c'est effectivement une tendance qu'on a vu commencer déjà depuis un an.
Et on sait que l'antisémitisme, chaque fois qu'il y a des nouvelles pressions politiques ou culturelles, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, souvent il y a des nouvelles formes d'antisémitisme qui arrivent, et là c'est le cas. Et c'est vrai que c'est le président russe qui le premier avait parlé de dénazification de l'Ukraine et qui avait même cité que Hitler pourrait avoir du sang juif. Et très rapidement, on atterrit donc sur une rhétorique antisémite classique, hein, et cette tendance, elle continue, et il faut évidemment faire excessivement attention. Maintenant, il faut essayer de garder la tête froide, disait Arthur. D'un certain côté, il faut comprendre que la Shoah a été un événement unique et qu'il ne faut pas justement la banaliser en la comparant à tous les conflits qui existent aujourd'hui, et qu'au contraire, il faut prendre son atrocité pour essayer de prévenir et d'empêcher que des catastrophes pareilles puissent arriver de nouveau. Et ça n'est pas en la comparant systématiquement avec tous les conflits qui arrivent qu'on arrivera à faire cela. One word of conclusion, if you want, Arthur, please. Un petit mot pour conclure. I think what we're seeing in Russia, what we've seen obviously for a very long time come from Iran, what we saw from the Palestinian leader in Germany yesterday, it's all part of this wider trend of the weaponization of anti-Semitism for political purposes. And in the form of Holocaust trivialization, this isn't necessarily new, but we're seeing it in such an extreme form and so widespread today that not only is an affront to the memory of the Shoah, but it minimizes Jewish concerns for safety amid an already reawakened wave of anti-Semitism that's surging around the world. So when we see this sort of state-sponsored Holocaust trivialization and weaponization of this rhetoric, Jewish people and communities around the world are the ones who end up suffering, and we need to do more. Political leaders need to speak out against this rising trend and set an example for their constituents and not themselves be the ones engaging in this trend. Yeah. Alors, Arthur disait que c'est l'Iran qui est derrière souvent, et derrière les paroles notamment du leader palestinien Mahmoud Abbas en Allemagne. C'est en fait une utilisation de l'antisémitisme comme arme, et ça banalise évidemment le phénomène, et ensuite il y a de moins en moins de gens qui se sentent concernés. C'est un antisémitisme d'État, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ce sont les communautés juives partout dans le monde qui se retrouvent à souffrir de ce discours et à avoir des attentats qui les touchent. Et donc, il faut que les leaders politiques, notamment en Europe, de toutes parts, se révoltent et parlent et empêchent ce genre de discours d'avoir lieu, parce que c'est leur responsabilité. Arthur Maserjian, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes le directeur stratégique et des relations internationales de CAM, ce qui veut dire combattre l'antisémitisme, le mouvement de combat de l'antisémitisme aux États-Unis. Un très grand merci à vous pour votre combat, et à très bientôt. Thank you so much for your report and your combat, and thank you for being with us today. Merci beaucoup. Thank you very much for having me.